Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros Vent de Résilience et mon invité d'aujourd'hui, pour le présenter, je dirais que c'est un passionné. C'est un passionné d'expérience, un passionné de voyage, de rencontres et tout simplement un passionné de la vie. Des vies, il en a eu plusieurs. Il s'est reconverti 20 fois dans plusieurs pays, plusieurs métiers, avec des succès mais aussi des échecs, mais toujours dans le bonheur. Ce bonheur, il l'exploite en devenant Chief Happiness Officer et l'écrit dans un livre qui s'appelle Mr. Happiness. Aujourd'hui, il s'est posé et a posé ses valises à Bordeaux avec sa famille. Il est français, ou je dirais il est redevenu français. Il s'appelle Arnaud Collery. Je suis ravi de le recevoir. Arnaud, bonsoir. Merci, quelle intro. Un vrai animateur de télé. T'es dispo pour France 2 l'an prochain? Bravo, j'adore. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Bon, bah écoute, je suis content de t'avoir parce que dans ton planning super chargé à droite, à gauche, même si on est dans une période un peu particulière, je suis vraiment content de t'avoir dans le cadre de cette émission sur la résilience parce que je sais que c'est un de tes sujets de prédilection. C'est un sujet qui te passionne et j'avais envie de commencer ce moment qu'on passe ensemble avec une question autour justement de la résilience. Qu'est-ce qui t'a amené à la résilience? Comment la résilience a-t-elle traversé ta vie? J'étais en train de réfléchir en regardant ta possible liste de questions. Et en fait, la résilience est arrivée à moi, heureusement ou malheureusement finalement. C'est que je crois que j'ai tellement d'envie depuis tout jeune sur plein de domaines. Tu sais, il y a des multi-passionnés et j'en suis un. Et je peux pas m'en empêcher. Donc, tout jeune, j'ai voulu partir aux États-Unis, partir à New York, en Californie, partir à Tokyo, aller vivre, faire de l'humanitaire, faire plein de choses, du cinéma. Et donc, j'avais toutes ces envies qui sont arrivées, qui sont venues, que j'ai mis en route, mais sauf que j'avais pas de ronde spéciale, j'avais pas de famille ultra connectée, j'avais pas des familles aux quatre coins de la Terre. Donc, il a fallu chaque fois que je partais pour une nouvelle aventure, mais pourquoi? À chaque fois, je me retrouve, tu vois, dans l'avion quand je pars aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Japon, en Chine, ailleurs, etc. Que ça soit une aventure, parce que j'ai eu des aventures humanitaires, des aventures spirituelles, des aventures business, des aventures juste pour l'amitié, des aventures amoureuses. Et chaque fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je suis encore parti? Ça allait bien, finalement. Pourquoi j'avais besoin de ressasser tout, de me mettre en danger? Tu vois, là, les gens, ils ont peur de se mettre en danger avec ce qui se passe. Et moi, c'est ma vie. Il y a quelqu'un qui a dit, en gros, la vie est tellement dure et horrible, etc. Mais rien ne vaut la vie. Quelqu'un d'autre a dit, l'homme, en parlant des hommes et des femmes, bien sûr, mais ne se définit que lorsqu'il se réinvente. Il faut ça. Et moi, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais ça me colle à la peau. Donc pourquoi la résilience? C'est que chaque fois, je me suis mis à me remettre dans un nouveau destin, une nouvelle direction de vie. Et chaque fois, c'était dur, puisque je me prenais chaque fois des claques. Et j'ai réfléchi le jour, je suis en train de construire en plus cette classe sur la résilience en ce moment. Je suis en train de construire une masterclass sur la réinvention et sur la résilience, sur nouveaux projets, dont on en parlera. Je mets en place une plateforme d'inspiration. Je crée ma masterclass. Et chaque fois, et même en ce moment-là, ce nouveau projet que j'ai, cette plateforme, mais j'ai qu'une poignée de gens, et Dieu sait, comme tu sais, que j'ai fait tellement de choses, mais j'ai qu'une poignée de gens, j'ai moins de 10 personnes qui sont absolument convaincus du succès de la plateforme. J'en ai moins de 10. Je me dis, c'est pas possible, il y a des milliers de gens qui me connaissent. Il y a 15 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn, il y en a 10 000 sur Facebook et tout. Mais je te jure que j'ai des copains richissimes, par exemple, qui disent, attends, tu peux pas mettre un petit billet? Si besoin d'argent, c'est un gros truc que je mets en place. Non, j'ai tout investi sur Pipo, c'est ça. Non, tu pourrais mettre un billet. Surtout des gens, tu vois, qui me connaissent depuis 10, 15, 20 ans, qui m'ont suivi. Non. Ah non, j'étais coach depuis dernières années. Ah non, mais que je reste dans ma case de coach et producteur d'événements inspirants. Ah non, je ne veux pas me mettre à monter une plateforme parce que là, tout d'un coup, je suis un start-upper, je rentre dans la technologie. Tu connais pas ça, Arnaud? Alors qu'on a passé des heures à parler de réinvention. Et, tu vois, je pense à des hommes d'affaires que j'ai boostés, que j'ai aidés. Merci, Arnaud, de m'avoir montré la lueur, tu vois, la petite lumière. Tu vois, quelque part, j'ai guéri grâce à toi. J'ai compris, je me suis compris, j'ai aidé mes équipes. Merci. Mais moi, j'ai besoin de moment-là.
Ah non, pas forcément. Donc, et moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin d'aller sur cet autre métier. Donc, la résilience, pourquoi j'en suis arrivé là? Chaque fois, j'ai eu ce besoin. Il y a des femmes qui ont besoin d'enfanter 20 enfants. Elles sont nées comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir enfanté de nouveaux projets. Là, je suis en train de mettre en place cette plateforme. Et puis, qui sait ce que sera dans 5 ans, dans 10 ans. Je veux surtout, tu vois, parfois, je m'excite tout de même. Putain, le nombre de vies que je vais encore vivre, tu vois, dans les 20 prochaines années. Ce qui est impressionnant aussi dans ton parcours, et à t'entendre, je me dis, mais il te faut une énergie extraordinaire pour pouvoir réussir à mettre tout ça en place et passer projet par projet. Mais tu la tires d'où ton énergie? Comment tu la prends où cette énergie? Et puis comment tu la récupères? Parce que pour passer d'un projet à un autre, d'où tu tires ton énergie? Comment tu la récupères? Plusieurs questions, plusieurs réponses à ta question. Je relisais un truc l'autre jour sur la résilience, l'énergie et beaucoup d'autres spécialistes qui sont, on va dire, moi je suis un spécialiste de l'action, mais je suis pas un psy de formation. Et les psys disent souvent, la plupart disent, que ce soit des Français ou des Américains, disent souvent que c'est moitié dans les gènes, moitié dans les expériences. Donc c'est ce qui t'a conduit à devenir ce que tu es, c'est le résultat de toutes tes expériences, moitié pour moitié des gènes. Quel que soit le métier sur lequel tu t'intéresses ou le domaine sur lequel tu t'intéresses. On dit ça dans le bonheur, qu'il y a des 10-15% des gens qui sont nés un peu plus heureux d'autres, quelles que soient les tuiles qui leur arrivent. Pareil pour... mais c'est vrai que si je regarde mon père et ma mère, ils ont eu quand même de l'énergie, mais pas tant que ça non plus. C'est vrai, pour moi, c'est vraiment cette curiosité. J'ai une curiosité. Je ne peux pas m'empêcher de poser plein de questions et de vouloir vivre plein de vies. J'ai envie de tout comprendre. Chaque fois que quelqu'un m'appelle sur un truc, en fait, j'ai déjà envie de savoir tout sur cette personne. Est-ce que je suis né, j'avais pas forcément beaucoup d'amour autour de moi, si tu veux. Est-ce que ça vient de là? J'avais pas des parents qui me... Pas de tous les côtés, en tout cas. J'avais pas été choyé, j'avais pas une famille de dingue. Il a fallu que je me démène, que je trouve des solutions. Tu vois, donc c'est ça. Il a fallu, je viens pas d'une famille complètement choyée et aimante, malheureusement, mais en même temps, ça m'a donné cette envie de me mettre moi-même et de trouver les solutions par moi-même, donc et deux, c'est que cette curiosité d'où elle vient, je sais pas, mais je crois que ça me tire vers l'avant, quoi. Et ça me sauvera toujours, et c'est vrai que, tu vois, il y a tous des choses sur lesquelles on a vraiment confiance en soi, on sait qu'on est meilleur qu'un autre par rapport à ça. Et moi, c'est vrai que j'ai cette faculté d'adaptation. Demain, voilà, tu mets au milieu d'une tribu, au fin fond du Vietnam avec 1 000 euros, 500 euros, je vais trouver un moyen de monter un truc, un nouveau projet, je sais pas, je vais faire quelque chose. Parce que je suis tellement curieux et je verrai ce qui manque. Et puis en plus, plus en le faisant, plus tu vois les choses qui manquent. La créativité, c'est ça, c'est rassembler deux trucs qui se connaissent pas et voir les trucs du milieu. L'exemple où on s'était connu à Lille durant une TEDx. J'avais été à Lille 3 ans auparavant, en 2014, pour monter un hackathon où j'avais gagné 0 argent là-dessus, puisque la moitié de mes projets, je gagne 0 argent, mais c'est des trucs de passion, je peux pas pas empêcher de pas le faire. Où mon truc, c'était de monter un hackathon sur le bonheur. Un hackathon, c'est quoi? C'est quand tu mets 300 ingénieurs dans une salle. Et j'avais fait travailler, c'était passionnant, et des comiques, et des designers, et des ingénieurs bigleux, etc. Tout ce monde travaillait ensemble. Et c'est une émulation. Et pourquoi? C'est parce que j'avais été travailler avec plein de mecs dans la tech, parce que j'avais monté des événements, parce que j'avais passé 4 ans dans ma vie à faire du stand-up comedy à Los Angeles, j'avais passé du temps avec des créatifs. Donc tiens, pourquoi je rassemblerais pas tout ce monde-là? Et c'est vraiment une envie de voir ce qui se passe aussi. Et puis il y a les gens qui sont obsédés par l'avoir et des gens qui sont obsédés par l'expérience. On le sait, on est dans l'être ou on est dans l'avoir. On le sait. Et vraiment, pour moi, l'être, demain, il y a quelqu'un qui me dit, je te donne 10 millions, tu peux pas sortir de Bordeaux, t'as plus accès à un avion et tu restes dans ta zone. Je dis non. Je dis non. Non, je préfère continuer à faire des trucs de dingue et même moins gagner d'argent. C'est vraiment ce qui me pousse, tu vois. Et voir ce qui va se passer. Et voir me découvrir. Et je suis toujours là, je monte une nouvelle plateforme. Je suis dans la technologie. Ce matin, j'ai passé 2 heures avec l'équipe marketing, 1 heure dans le branding. Mon branding, c'est pas du tout mon truc. Bien que je suis un spécialiste du storytelling, etc. Mais c'est vraiment le storytelling personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es? J'ai coaché plus de 1000 personnes à comprendre leur histoire. En même temps,
Donc c'est un peu du branding, mais en même temps du pur branding, business, machin, c'est pas mon truc. Pourtant, là, il faut que j'y passe du temps, là. Sur la plateforme, il faut passer au logo, au branding. Ça y est, je commence à comprendre. Mais c'est pas mon truc, donc j'ai des spécialistes avec moi. J'avais des... voilà, donc je me mets... Ce que j'adore, voilà, je découvre des nouveaux trucs sur moi. Que je sois bon ou pas, mais chaque fois, je découvre. Et le pendant presque négatif à ça, c'est que, putain, mais en fait, plus ça va, plus je m'aperçois, mais je dis, putain, mais je suis... Tu vois, au départ, moi, je pensais que j'étais le mec le plus intelligent du monde il y a 20 ans, quand j'ai commencé. Mais la confiance en moi que j'avais à 20 ans, alors que j'avais rien fait, était, tu vois, c'est la chanson de Gabin. Je pensais vraiment que je savais tout, quoi, à 25 ans, 20 ans. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de savoir grand-chose, et pourtant, j'y vais. Donc, je sais encore plus ma place, ce sur quoi je suis intelligent ou pas, et en même temps, j'ai toujours autant l'envie de me décupler, d'arriver, de faire, de voir ce qui va se passer. Ouais, mais une personne comme toi qui est sortie et qui sort régulièrement de sa zone de confort, est-ce que aujourd'hui tu vis encore la pression? Laquelle pression? Justement, le stress. Est-ce que aujourd'hui tu ressens encore du stress? Est-ce que tu te sens submergé de temps à autre encore par ce qu'on appelle le stress, et comment tu fais pour l'évacuer? Si, donc paradoxalement, donc avec toute cette accumulation d'expériences que j'ai eue et de savoir, en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que je peux rentrer dans un nouveau domaine, quel qu'il soit. Je peux rentrer dans un nouveau domaine. Après, est-ce que je vais réussir? J'ai pas réussi, peut-être réussi 50% du temps ou même 30% du temps. Si tu regardes à toutes mes expériences, peut-être 30% du temps j'ai réussi. 70% du temps j'ai foiré. Donc je sais que les chances sont limite presque contre moi. En même temps, je sais que je vais arriver à mettre quand même ma marque. Je vais arriver à rentrer dans le domaine et mettre ma marque. Ça, je le sais. Par contre, s'il y a du stress tout le temps, il y a pas du temps, tout le temps, je veux dire, il revient. Il peut revenir et je passe, encore maintenant, hein, ça m'est arrivé, je sais pas quoi, il y a 2 semaines, je me suis réveillé à 3 heures du matin, mais qu'est-ce que je fais? Mais comment je vais y arriver? Il faut de l'argent pour monter une telle plateforme. Mais c'est pas possible, j'aurais pu me concentrer juste être coach, là, continuer avec mes clients, et là, les 6 mois que j'ai passés à pas gagner de la thune sur le monde du coaching et surmonter une plateforme, qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'ai une famille, j'ai une femme, un enfant. Donc non, je suis de temps en temps encore, mais peut-être à la différence d'avant, ou plus. Je sais que, donc je suis dedans, le stress arrive, et en même temps, je sais que ça va être passager. Je sais que je vais pas pouvoir dormir cette nuit. Ça m'arrive encore. C'est dur. Putain, 3 heures du matin. Je sais que je vais pas dormir jusqu'à 6 heures. Et bon, bah, c'est tout. Je vais attendre. Je vais peut-être annuler le dîner le lendemain soir, ou à 6 heures, je vais tomber comme une masse. Et puis, mais bon, ça va pas m'arriver au moins 2-3 soirs de suite. Donc, je sais que ça va. Je suis dans une bulle, on va dire noire, dark moment. Et donc, ça m'arrive. 2, je sais que je vais m'en sortir. 3, quels sont moi mes trucs à moi? On a chacun nos trucs. D'une manière générale, on en avait parlé. Moi, le sport, la nature, c'est clair que voilà, un jour sans sport, bah là, tu vois, toute la journée j'ai bossé. J'ai pas fait de sport encore. Il commence à faire nuit, il va falloir que j'aille marcher 1 heure et demie ce soir. Il va falloir que je fasse quelque chose. J'étais non-stop en visio, non, j'ai pas bougé de la journée. Va falloir que je fasse quelque chose physiquement. Puis en plus, tu te déconnectes physiquement. C'est une autre machine qui se met en route, le physique. Donc le sport, la nature, bien sûr. Parler à des gens, j'en ai besoin de parler. On n'en a pas tous besoin, ma femme en a moins besoin. Pourtant, elle a du stress aussi de temps en temps. Elle va faire une séance du yoga, elle va être bien juste. Après, on se connaît. Je suis intense, je suis physique. Donc, pareil, donc, quand j'ai besoin de parler aux gens, je vais trouver des gens qui me connaissent bien, qui ont dit répondant, qui peuvent prendre mon intensité, mais j'ai besoin de ce qu'on appelle venting en anglais, de dire à quel point c'est difficile. J'ai besoin de parler à des gens, j'ai besoin de la sport, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de trouver dans des biographies d'autres personnes, dans des gens qui ont la patate, qui savent me faire sourire. Voilà, comme toi, j'ai la chance d'avoir découvert tellement de bouquins canons au fil des années. Je m'y retourne, je m'y replonge, j'en redécouvre avec beaucoup de plaisir. Là, en ce moment, je découvre, ça faisait quelques mois que j'entendais parler de lui, j'ai découvert David Goggins, je sais pas si tu connais, non? Un black américain ultra-marathonien. C'est la résilience, enfin, ce mec, c'est incroyable. Un peu à un moment, il pesait à l'américaine, hein, il pesait 300 kilos et aujourd'hui, il a 47 ans, il a une forme, il fait 250 km, il base n'importe quel mec qui a 22 ans, il fait ça sans dopage. Juste cette force mentale. Mais j'ai besoin de lire quelques lignes de lui avant de m'endormir. Bon, ça va. De quoi je me plains? Et alors?
Je suis pas dans ce truc. Ou alors de retourner dans des bouquins comme Viktor Frankl, que je conseille à tout le monde de lire. Je sais pas si tu l'as lu, mais tout le monde devrait lire son livre sur l'époque des camps de concentration. Et lui, comme beaucoup d'autres que je pourrais t'en citer, et c'est ce que je fais en ce moment. En ce moment, à nouveau, c'est dur puisque c'est un nouveau projet. J'étais un peu successful, on va dire. J'ai un nom dans le domaine du coaching, leadership coaching, mais voilà, je me lance sur l'entrepreneuriat d'une boîte de technologie où il y a une start-up qui sent qui cartonne. Et donc, en moment, je suis en train de me dire la même chose que Viktor Frankl ou des gens comme Capitaine Scott Dell. C'est de me dire, ce qui se passe en ce moment, je m'identifie à la dureté, la férocité de la vie, comme reprendre quelque chose qu'a dit Alain Carignon, qui a passé 3 ans en tôle l'autre jour, l'ancien patron de communication. Même si c'est pas un mec qui est tout blanc, c'est bien d'écouter son expérience, parce qu'au moins, voilà, il peut parler de la résilience. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est pas suicidé en tôle ? C'était un grand patron, un ministre. Voilà, c'est bien d'écouter ces retours d'expérience, quel que soit ce qu'ont fait les gens, mais qui ont passé l'échelle de la 10e chance. Et moi, je suis continuellement là-dedans, puisque je ne peux pas faire autrement que de me mettre pas en porte-à-faux, mais me mettre sur le feu, quoi, et de brûler quelque part. Donc j'ai des parties de moi quelque part qui brûlent. Cette partie, qu'est-ce qui va arriver avec cette plateforme, etc. Et donc je me ressource en me disant, 1, ça va marcher, 2, je vais apprendre des trucs sur moi, je vais apprendre des trucs sur la vie. Et là, je suis en train d'apprendre des trucs sur plein de domaines que je connaissais, où je rencontre des nouvelles personnes grâce à cette plateforme. Forcément, j'ai mis sur scène, j'ai tourné une masterclass il y a 2 jours avec mon amie Samira Djouadi, patronne de la Fondation TF1, qui fait un truc sur la diversité et inclusion avec moi. Elle en a parlé pendant 3-4 heures. Je la connais bien, puisque c'était une cliente au départ, je l'ai coachée. On a fait plusieurs événements ensemble, en France, au Maroc. Et puis là c'est moi qui refais appel à elle. Et j'ai redécouvert des trucs à elle. Passionnant. Et peut-être que je l'avais juste en client coaching, elle ne se serait pas encore autant dévoilée qu'elle l'a fait pour une masterclass. Donc je sais que voilà, ça m'apporte, chaque truc, ça m'apporte une nouvelle lueur, un nouveau cadrage, un nouvel angle sur ce que je suis, sur ce que le monde est, sur qui sont les gens autour de moi, sur la résilience encore de ma femme. Là. On a quitté les États-Unis, elle était quand même c'est difficile aux États-Unis, elle parle pas trop français. On est à Bordeaux, elle aurait pu reprendre un job, tu vois, elle était productrice télé, productrice vidéo. Elle m'accompagne sur cette plateforme, elle y va à 500%. Je vois encore sa résilience, c'est dingue. Alors qu'elle aurait pu accepter des jobs de producteurs bien payés, tu vois. Non, elle y va, elle fonce, on y va, quoi. Donc chaque fois, ça te permet de... Qu'est-ce que tu as sous le capot, quoi. Je comprends, mais tu sais, comme on dit souvent que les passionnés et les personnes passionnées comme toi sont parfois distraites, partent dans tous les sens et n'ont pas justement cette faculté qu'on peut attendre et qu'on revoit aussi beaucoup aux États-Unis, cette capacité de focus. Toi, comment tu fais justement pour travailler ta capacité de focus, pour rester concentré quand tu t'es engagé dans quelque chose? 2 choses. C'est très intéressant ce que tu dis. À mon avis, il y aura un podcast à faire juste là-dessus ou un bouquin sur la passion et le focus, puisque effectivement, je fais peur aux gens, certains, parce que je suis cet ultra passionné. On fait peur, les gens comme nous. On est tellement, on est décomplexés, parce qu'on a, d'un côté, on n'a pas peur. Enfin, je te dis, je t'en disais un instant, j'ai toujours ces peurs et ces doutes qui m'accompagnent, et ils ne cesseront jamais. Je connais je peux pas dire son nom, mais un artiste très connu, un musicien. Qui j'ai eu des tonnes de conversations et qui me parle pareil de ses doutes. Il se réveille en pleine nuit, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait, alors que le mec est super connu, etc. Même lui, tu vois. Et en fait, on les a tous, quel que soit notre niveau de réussite, dans un ou deux, surtout quand on se lance dans un autre. Donc pour répondre à ta question sur le focus et la passion, je crois que tu sais, quand on se lance dans un truc, en termes de réinvention, il y a 2 écoles de vie. Il y a tu te gardes un plan B, et 2, tu n'y vas pas. Tu brûles le bateau, tu sais l'histoire du Viking qui brûle ses bateaux derrière, donc il est obligé de gagner la bataille, sinon il meurt. Et j'ai eu rarement de plan B. Donc je suis un peu obligé de réussir, donc je suis obligé d'être focus. Tu vois, non, là je suis à fond sur ma plateforme, je garde
quelques tout petits coachings, mais non. Donc je suis obligé, je mets tout en route. À nouveau, je remets toutes mes économies en jeu, tout. Tout ce que je fais. Et chaque fois, j'ai fait ça. Je suis obligé de gagner. Ou alors, je sais pas, mais autre chose va se passer. Je sais pas, je travaille à McDonald's, ça se passe pas dans 1 an et demi. Mais donc chaque fois, j'ai pas pris de plan B. Enfin, chaque fois, les gens me disaient, mais t'es parti là, et puis t'es parti. Non, oui, je mettais tout ce que j'avais. C'est-à-dire que chaque fois, j'avais 3 mois d'économie, financièrement et puis mentalement aussi. Donc 2, 3 fois, je suis tombé au fond du trou. Une fois, c'était très dur, il y a 10 ans. Hein, j'étais producteur, réalisateur d'un film qui n'a pas pu se vendre. Dur, hein, pendant 3 mois, c'était dur de sortir du lit. Hein. Dur. Et pendant 1 an, pas trop la pêche. Mais c'est ce qui m'a permis à être coach aujourd'hui. Tout ce que j'ai appris, c'est parce que j'ai foiré dans ce truc. Donc j'ai pas un plan B sur 20. J'ai repris des petits boulots, machin, tout ce qui tombait, machin. À un moment, j'étais promoteur de nightclub il y a 10 ans. Il fallait que je bouffe. T'es génial. T'es devenu promoteur de nightclub à 35 ans. Oui, mais c'était le seul job qu'on me proposait. Donc quelque part, tu vois, ça paraît canon sur le papier. Les gens, ils voient ça sur LinkedIn. Oh tiens, il est aussi dans le monde de la nuit. Sauf que c'est le seul job qu'on me proposait. Personne voulait mon CV à l'époque. Personne. Ah non, il a fait déjà trop de choses. Donc quelque part, il y a aussi ces trucs de réinvention. Parfois, je l'ai voulu. Donc souvent, là, comme en ce moment, je le veux. Je l'ai voulu. En même temps, parfois, j'avais pas le choix. Parfois, je me suis fait virer parce que j'étais tellement passionné. Ça faisait peur quand j'étais jeune. 2, 3 fois, entre 25 et 28 ans, j'étais viré de 3 boîtes. J'étais tellement passionné, etc. Je l'aurais fait une fois. Il y avait le fils du président. Il m'a fait virer. Il m'a dit, tu veux quoi? Tu veux prendre ma place? Tu vas prendre la place de mon père? Je dis non, mais je suis à 500% dedans, c'est tout. Une autre fois, j'étais à Los Angeles pour une boîte de recrutement. Je ramenais 2 gros business. Voilà, je me suis fait virer par l'un des associés. Et un des associés, le soir, il me dit, tiens, je vais te donner des actions, merci beaucoup. Le lendemain, l'autre associé, tiens, voilà, tu te barres. Tu te barres. Et je pouvais pas faire autrement. Je vais pas je vais me mettre à moitié. C'est un truc canon, mais par contre, effectivement, le désavantage, parfois c'est dur, mais je regrette pas. Et je pense que la passion, c'est quand même ce qui nous guide. Il nous faut. Donc cette énergie, c'est vrai que j'en suis. Encore une fois, c'est marrant parce que j'ai regardé ça il y a quelques jours. Carignan. Voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais le mec me dit mais comment vous avez survécu à la prison, etc. Et lui a dit, je pense que c'est assez génétique et je suis né avec cette énergie, rien peut m'abattre. Il me dit mais c'est énorme, vous avez tout perdu. Enfin, aujourd'hui, vous avez 70 ans, vous êtes conseiller municipal. Enfin, je sais pas, vous êtes ministre à 45 ans, vous étiez le roi du monde. Conseiller municipal, mais qu'est-ce qui vous fait que... Je m'en fous de la fonction, j'ai l'énergie, il faut bien que je la foute quelque part. La moitié des gens, j'ai perdu ma réputation, je continue. Et tu vois, le mec, je suis admiratif sur son truc. Ou l'autre jour, Mike Tyson, qui a 54 ans, retourne sur le ring. Il n'a pas besoin de ça, il a monté un empire là, à côté, là, sur tout ce qui est, CBD, etc. Ça va, il peut faire des matchs d'exhibition, il fera $1 million ici, $1 million là. Il n'a pas besoin de se remettre. Il aurait pu mourir avec ce match à 54 ans. Beaucoup de docteurs ont... Mais le mec, il se remet. J'adore ça. Tu vois, moi, c'est... Voilà, Mike Tyson, à 54 ans, qui se remet sur le ring pour un sport qui est pour les mecs de 20 ans à 25 ans. Chouette. Moi, ça m'inspire. C'est les gens qui m'inspirent comme ça. Ouais, mais moi, ce que je trouve aussi... assez fabuleux aussi dans ce que tu racontes, c'est qu'à un moment donné tu dis tu as eu ces moments de coup dur où tu es tombé au fond du trou, tu as pris les boulots qu'on t'a donnés parce qu'il y avait que ça. Comment tu as fait pour garder et entretenir un moral suffisamment positif pour rebondir et repartir? Je suis pas sûr, quelque part. Enfin, si tu veux, moi, j'ai plein de techniques de résilience. Après, j'ai des techniques, je peux te dire numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et ce que j'ai vu, c'est quand je retrace ma vie, aujourd'hui, les techniques que je donne, ça remélange un petit peu tout. Alors, voilà, il y a en gros 5-6 trucs que je redonne et qui, m'ont servi à un moment donné, où je me suis plus servi d'une technique que d'une autre. Mais c'est quand même de se visualiser, tu vois, de se dire, c'est celui qui en parle encore mieux que moi, c'est le capitaine Scott Dale qui avait été torturé pendant 15 fois à Hanoï pendant la guerre du Vietnam, 7 ans et demi en tôle. Et lui, ce qu'il a tenu, c'est ces 2 choses qui, moi, me tiennent aussi. C'était de se construire ce truc beaucoup plus positif sur l'avenir. À un moment donné, il dit, je vais sortir de tôle et je vais arrêter d'être torturé. Je sais pas quand. Ça va être mieux. Il est convaincu, il savait pas d'où. Et il entretenait le fait de se convaincre. Moi, c'est ce que je fais, hein.
Moi, je visualise en ce moment cette plateforme qui va être là. Je vois mes Népalais sur ma plateforme, je vois les Américains, mes Africains, mes potes japonais. Je vois ces masterclass. Je les vois. Ma femme aussi la voit. On est moins d'une dizaine à le voir, tu vois. Mais on entretient ce truc. Et puis de l'autre côté, c'est qu'est-ce que je fais chaque jour pour me battre, pour me dire j'y vais. Le sport, la nature, les amis, parler, les bouquins, les biographies, tout ça. Donc c'est la visualisation, c'est ces trucs de sport, ces trucs de voir les autres gens qui ont réussi, ou alors pas forcément qui ont réussi. Voilà. Encore une fois, des gens qui se sont pris des grosses baffes dans la gueule. Ça, je pense que c'est beaucoup plus... tu vois, on n'en parle pas assez, quoi. On parle souvent des gens qui... moi, ce que j'aimerais, c'est ce que tu fais là. Tu vois, on écoute des podcasts tu as les succès de ces personnes, ce qu'ils ont cartonné, comment ils ont cartonné, et puis comment comme un Sarkozy, quoi qu'on pense de lui. Mais moi, je peux te dire que Sarkozy, une fois j'ai vu, j'étais en Chine. À l'époque, je trouvais un peu, voilà, je voulais même pas qu'il soit président, pour te dire. Et en même temps, quand je l'ai vu en Chine en 2009, mais l'énergie qu'il a dégagée sur scène, et j'étais avec 25 Européens on faisait un programme d'1 an, j'avais obtenu une bourse du gouvernement chinois, que j'ai eu aussi à force du poignet, ce truc, comme chacune de mes histoires. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu de la chance. C'est vraiment, putain, je les ai cherchés, tout ce que j'ai eu, les travailler. On dit la chance et l'attention d'État, et j'y crois vachement. Et Sarkozy sur scène, l'énergie qu'il dégageait, et tout le monde, et dans mon groupe, il y avait des gens à fond de gauche, etc., qui n'aimaient pas Sarkozy, des Européens qui avaient entendu parler de lui. Ils sont tous venus, putain, mais ton président, quelle énergie. Tu vois, et c'est ce que j'admire, tu vois, les gens qui pensent comme moi au niveau philosophie de vie, au politique. Et j'admire les gens qui ont qui vont en découdre. Et ça, et je pense qu'il faut puiser dans ces gens. Moi, quand je lis sur Gandhi ou sur Stallone, ou l'autre jour j'ai lu sur Malraux, putain, mais Malraux un vrai poète qui s'est barré, qui a fait des trucs, enfin bref, Rimbaud, oui, qui était poète jusqu'à 20 ans, qui a créé les plus belles, le bateau ivre, des trucs de dingue, qui a tout envoyé balser à 20 ans, qui est parti en Éthiopie, un vrai entrepreneur, un aventurier, etc., qui était comblé de doutes, etc., et pourtant, il y était, tu vois, et je pense qu'il y a Charles de Gaulle, on parle beaucoup de lui aujourd'hui, je sais pas comment il a fait, pour faire ce qu'il fait, enfin le mec, il a été condamné à mort par le maréchal Pétain, tu vois, en 40, il est parti. Il a demandé à l'autre là, de lui filer un bureau. Il n'avait pas de quoi payer un bureau à Londres. Comment ils ont fait ces gens? Moi, ça me motive. Chaque fois que je vois ça, je repars comme en 40 de ces histoires. Donc, c'est trouver ces trucs intérieurs et te créer ta communauté aussi de gens. Moi, j'ai souvent fait partie de plusieurs communautés d'entrepreneurs, notamment à New York, et elle existe à Paris, en France, qui s'appelle Startup Leadership Program. C'est surtout une communauté d'entrepreneurs dans le monde de la tech. Et comme ça, on se dit à quel point ces choses sont difficiles. Parce qu'à ton équipe, il faut les montrer, il faut les amener vers l'avant. Et tout. Il y a quelqu'un que je connais qui a écrit un super bouquin qui s'appelle « Votre énergie est inépuisable », que je conseille à tout le monde. C'est un certain Nicolas Duep, que j'ai rencontré une fois, qui a écrit ce beau bouquin. Et il a dit, quand vous êtes un entrepreneur, il faut vous imaginer que vous êtes une station-service. Vous donnez l'énergie aux autres. Mais il faut continuer à puiser pour trouver votre propre énergie. Et donc, il faut faire ce qu'il faut. Comme vous. Donc, moi, je peux te dire mes techniques, la nature, la visualisation, de créer cette communauté, me réénergiser par les biographies de gens qui ont été sur le terrain, qui sont pris des baffes, etc. Mais vous, et ce qu'on voit, c'est que chacun puise son énergie différemment. Ma femme qui a une résilience de dingue, elle, voilà, elle a 3 amis qu'elle appelle de temps en temps. Par contre, elle fait du yoga chaque jour. Quoi qu'il se passe, elle se réveille à 6 h du matin, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse moins de 30 degrés. Elle va se coucher tôt. Elle a son truc, son rythme à elle, tu vois, c'est de routine. C'est peut-être sa routine, elle, qui la tient en résilience. Je ne sais pas son truc à elle. Mais on a vraiment... mais de se dire aussi, et parce que j'ai tellement étudié comme toi la psychologie positive, etc., c'est de se dire j'avais que 70 à 90% des gens, s'ils s'en donnent les moyens, ils grandissent d'un événement traumatique. Donc ça, je le sais. C'est peut-être pour ça aussi que je me mets continuellement des trucs, puisque je sais que je vais en sortir grandi encore.
Et donc, dans le dur, c'est dur. Dans le dur, c'est dur quand même. Mais qu'est-ce que ça va être canon une fois que j'en suis sorti. Putain, j'ai encore une corde de plus. Et en plus, moi, ce qui me permet aussi c'est aussi de savoir, c'est chaque fois, ma compassion grandit, je me mets à la place d'autres. Là, je sais ce que c'est un entrepreneur de tech. J'avais plein de copains entrepreneurs de technologie depuis 20 ans. Mais ça y est, je sais ce que c'est, je vois, je comprends de l'intérieur. Je comprenais intellectuellement, mais voilà, tant que j'avais pas été en Inde, je savais pas ce que c'était d'être en Inde. Tant que j'avais pas vécu 4 mois en Afrique du Sud, tant que j'avais pas été dans les trucs Soweto et compagnie, dans les trucs très durs, là, je savais pas intellectuellement, donc je les ai vus, j'ai passé des heures avec ces mecs. Donc c'est chaque fois, je comprends. Moi, ce qui motive, c'est que je sais que ça va être une période dure, ça va être une période floue. Quand tu décides de te réinventer, où tu te remets un but en avant, mais tu vas en sortir vainqueur. Moi, le plus dur, c'était pas de me recréer financièrement quand j'ai tout perdu il y a 10 ans. Et nouveau, c'était d'abord déjà de retrouver ce mental. Et pourquoi j'ai accepté ce job de promoteur de nuit? J'aurais pu encore chercher, est-ce qu'il y a un autre job? Bon, j'avais 2000 euros qui me restaient sur mon compte. J'avais peut-être 1000 euros qui me restaient quand on m'a proposé. Mais je savais qu'être dans le monde de la nuit, de voir plein de gens, de faire la fête, etc., même si moi j'étais super out, j'allais me forcer, je me suis forcé pour obtenir ce job, c'est-à-dire que j'aurais montré ma meilleure facette. Ah, ça va bien Arnaud, comment ça va? C'est un peu dur, donc juste cherche un job, là c'est un peu dur. Donc à l'époque, c'était pour le monde de la nuit au Japon. Donc ça paraît complètement dingue. On m'a envoyé au Japon pour promouvoir des... Tu parles japonais, tu veux pas qu'on t'envoie au Japon et tout? Ah ouais, cool. T'es un fêtard en plus, Arnaud. Ouais, je suis un fêtard. Sauf que je faisais plus la fête depuis 6 mois. J'avais ni le porte-monnaie, ni la tête. J'arrivais pas du tout à sortir dehors, moi. Mais ils m'ont fait confiance. J'ai dit, c'est dingue. De dépressif, je vais passer à festif. Et j'ai fait les plus belles fêtes. J'ai organisé les plus belles fêtes de Tokyo. Mais avant déjà de me remplir le porte-monnaie, ça m'a rempli la tête, ça me redonnait une confiance en soi. Donc le premier truc, c'est comme sortir les gens de la dépression. C'est pas quand tu parles de bonheur. Et pourtant, je suis le premier à parler de bonheur. Vous savez, je suis un des pionniers sur le métier de Chief Happiness Officer. Ce que comprennent pas mes détracteurs, c'est que Chief Happiness Officer, on en est plein à avoir parlé de ça. Notamment celui qui vient de mourir, Tony Hsieh, je sais pas, tu sais, le président de Zappos, là, qui est mort à 46 ans. C'est un des premiers qui a parlé de bonheur au travail. Mais sa numéro 2, elle a sorti un email à tout le monde. Ce que tout le monde n'a pas compris, les détracteurs de Tony Hsieh, bon, qui était quand même admiré par des millions de personnes, soit dit en passant. C'est que pour lui, le bonheur, et c'est exactement ce que moi j'ai mis dans mon bouquin, j'ai écrit un bouquin chez Larousse il y a 2 ans, qu'on peut avoir facilement sur Amazon, et j'ai écrit sur mon bouquin que pour moi le bonheur, c'est être authentique, c'est être vrai, c'est être en accord avec soi-même. Tu peux pas être tout le temps en accord. À un moment, tu mets une face, comme moi, pour obtenir ce job. Mais j'ai mis mon truc pendant 30 minutes, j'ai obtenu le job, et après j'ai fait la fête. J'ai donné du bonheur à je sais combien de milliers de personnes à Tokyo, et moi je me suis redonné du bonheur, plus important. Et j'ai pu aujourd'hui monter mes événements d'inspiration qu'on a montés sur quelques 30 pays depuis 7 ans. Mais si jamais j'avais pas été tombé au fond du trou, jamais j'aurais pu comprendre l'importance de se faire confiance, d'être en raccord avec ce que dis. Et c'est ça, c'est vraiment le fait de chaque fois je sais que je vais découvrir des trucs. Donc le truc c'est que plus tu te prends des tuiles et plus tu te prends des succès, donc forcément, il faut se prendre un certain nombre de succès à un moment donné, puisque si tu te prends que des tuiles, voilà. Mais ce que je dis aux gens qui sont pris plein de tuiles, c'est commencer par un petit truc, le plus de trucs possible. Tu sais, l'importance de célébrer ces petites victoires. On n'en parle jamais assez en termes de résilience. Dès que tu as une cérémonie, champagne, on fait la fête, on oublie tout, on se sent les rois du monde. Il faut se sentir le roi du monde de temps en temps. Pour tu repartir en compte, ça te donne le fait. Donc moi, je sais que j'ai ces sentiments qui sont arrivés plusieurs fois dans ma vie. Mais il faut arriver à traverser, quand tu te réinventes, 6 mois, 2 ans difficiles. Moi, je peux dire, moi, je me suis habitué, je me suis réhabitué. La scène fait partie de ma vie intégrante. J'adore la scène. C'est un des trucs que j'adore. Là, je suis en train de monter une plateforme. Je fais moins de scènes. Ça me manque terriblement. C'est un sacrifice que je fais. J'aurais peut-être pu trouver le moyen, même avec le confinement, déconfinement, de faire de la scène à Bordeaux d'une certaine manière. Non, j'en fais parce que il faut ce qu'il faut. Mon truc, c'est de monter une plateforme. Si je fais de la scène tous les 3 mois, je fais de la scène tous les... Donc on a tous des sacrifices. Moi, c'est un sacrifice parce que ça faisait une partie intégrante de mon système d'encouragement, etc. Et il y en a d'autres
qui n'auraient pas besoin de faire ça. Il y a des moments dans la vie, j'ai besoin de sacrifices financiers, d'autres, j'ai besoin de sacrifices mental, sacrifices de famille, c'est très important. La première raison pour laquelle les gens ne se réinventent pas, c'est parce que la famille va mal les voir s'ils changent, s'ils font autre chose, ou leurs meilleurs amis. Mais les gars, vous allez passer à côté de votre vie pour faire plaisir à papa, maman. Ouais, mais comment tu sais? Puisque finalement là, effectivement, tu as changé plein de fois de vie, de pays, finalement de projets, avec des hauts, des bas, etc. Là, tu te relances dans un projet, et certainement, tu vas te relancer après dans encore un autre projet, je l'imagine. Mais comment tu sais que tu agis dans ce qui est pour toi la bonne direction? Tu sais jamais. Tu sais jamais complètement. C'est par rapport à tout ce que je ressens. Comme toi, j'ai fait un certain nombre de travail sur moi, un certain nombre d'années. À force de, je rencontre d'autres coachs, j'ai rencontré des psys dans ma vie, j'ai été suivi à un moment, j'ai eu une thérapie aussi. Donc tout ça fait que, à un moment, il faut prendre une décision. Effectivement, quand tu passais, c'est quoi peut-être pour répondre à ta question d'il y a 20 minutes, c'est quoi les passionnés qui n'ont pas de focus? Peut-être c'est, comme dirait James Pressfield, qu'il faut tous lire son bouquin, il a écrit un bouquin sur les créatifs, il fait 150 pages entre les passionnés amateurs et les passionnés professionnels. Moi, je suis un passionné professionnel. J'ai une passion, j'y vais à fond. Je ne suis pas un amateur, j'y vais. Et donc, à un moment donné, il faut prendre une décision. Donc, tu me demandes la question, qu'est-ce qui fait que je pense que c'est la bonne direction dans laquelle je ne suis pas sûr, j'ai encore un doute, mais j'y vais. Et à un moment donné, la vie va me donner raison ou pas. À un moment donné, bien sûr, il y a aussi, et j'en parle beaucoup, et dans ma masterclass sur l'invention, je vais en faire un, c'est est-ce que ce sur quoi je pense en ce moment, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire maintenant ou c'est un fantasme? Et je me garde toujours en tête, je pense à une certaine femme, je peux dire son nom parce qu'elle ne va pas m'écouter, elle est américaine, elle ne parle pas français, je pourrais donner son nom, elle s'appelle Melissa, c'était une comédienne aux États-Unis, et elle avait un bon job, elle était visiteuse médicale, elle gagnait $200,000 par an. Et là, elle me voyait aller faire les scènes de stand-up. Quand j'ai commencé à faire de stand-up il y a 15 ans aux États-Unis. Moi, je suis petit français. Je parle à peine français, je parle à peine anglais. Je vais sur les scènes de théâtre, je m'en fous. J'y vais. J'ai décidé d'être stand-up. J'en sais rien ce qui va se passer. Je ne savais pas où ça allait. Et finalement, où ça m'a amené du stand-up, je ne suis pas devenu le plus grand stand-up américain, mais je suis arrivé à financer mon film. Et j'ai fait le tour du monde en finançant mon film. Mais j'ai fait quand même quelques grandes scènes, j'ai fait quelques séries télé, etc. Donc je ne savais pas que faire du stand-up, ça allait même... Mais à un moment, tu sens qu'aller dans cette direction, il faut... Je ne sais pas, ma plateforme, ça se trouve, ça ne va pas devenir la meilleure... Moi, j'y vais avec l'intention de devenir l'une des meilleures plateformes d'inspiration européenne. C'est mon but. Mais si ça se trouve, ça ne va pas se passer. Si ça se trouve, ça va donner lieu à autre chose. Mais à un moment donné, il faut se dire, par rapport à tout ce qui se passe, j'y vais, je ressens... Si je reprends l'exemple de Melissa, je pars un peu dans tous les sens, mais moi je m'y retrouve. J'espère que vous allez vous y retrouver en m'écoutant. Mais Melissa, qui avait entendu mon parcours, qui me connaissait, qui me voyait sur toutes les scènes de Los Angeles, et qui allait. Et parfois je faisais rire, parfois je faisais pas rire, mais j'y allais. Et je commençais à obtenir des trucs, des pubs, les gens commençaient à obtenir... Elle me voyait, putain, mais... Et elle me dit, Arnaud, tu m'inspires tellement, je veux faire comme toi, j'arrive pas à comprendre. Tu as quitté un bon boulot, j'avais quitté un très bon boulot en France, dans la communication financière à Paris. Très bon boulot, bien payé, etc. Pas de plan B. Je suis parti avec toutes mes économies, que j'ai complètement terminé jusqu'à, c'est encore une autre histoire, jusqu'à ce qu'autre chose arrive. Mais elle m'a dit, mais c'est pas possible, je vais faire comme toi, je vais arrêter mon job. Et je dis, bon, t'es sûr? Enfin, moi, c'était pas encore vraiment une amie, c'était un peu plus... elle me voyait, c'était une connaissance professionnelle. Elle a arrêté son job, et je me suis toujours quelque part voulu que... Et je sais qu'elle a galéré pendant des années. Bon, elle est restée dans le cinéma, elle continuait, elle fait plein de films indépendants, mais... Bon, peut-être elle est heureuse, mais elle a tellement galéré, elle savait pas dormir à un moment, j'ai eu peur qu'elle dorme dans la rue. Putain, elle gagnait une fortune, elle avait une baraque, elle a vendu et tout, jusqu'à tout perdre, et je me dis, oh. Donc, est-ce que c'était un fantasme? En même temps, je ne sais pas, tu vois, je ne peux pas se faire... Mais à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller, et oui, tu vas prendre des risques, et peut-être ça va capoter. Mais à un moment, putain, on vit une fois, tu vois. Et c'est peut-être ce qui s'est dit. Moi, c'est ce que je me suis dit. Si je me lance là, tous mes copains de New York et de Paris se sont dit, mais t'es fou de partir à Bordeaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas monter une plateforme, mais n'importe quoi. Mais t'as un métier, t'es coach, Et c'est vrai que, comme j'étais réputé coach à New York, on m'appelait dans le monde entier. Je savais qu'en allant à Bordeaux, on allait moins m'appeler. Oh bah, tout d'un coup, c'est un coach bordelais. Ça n'a pas le même prestige. Non, mais c'est con, hein, mais je savais que ça allait faire comme ça. Et effectivement, j'ai perdu une partie de mon audience. Je m'en fous.
moi, j'y allais. On savait déjà qu'on voulait faire une autre chose. On avait cette idée de plateforme. Et puis le Covid était arrivé. De toute façon, j'ai perdu la plupart de mes conférences. Donc, j'avais plus le choix. On y va maintenant. On voulait encore attendre quelques mois. Mais on voulait y aller. Donc, on y va. On y va. À un moment donné, il faut se dire, je ne sais pas, mais je vais découvrir. Mais même moi, je peux dire qu'il y a un moment de doute. Je me dis, il y a 2 mois, putain, mais on est fou, quoi. On cherche des ronds, on va bien filmer les masterclass. Personne ne fait ça, les gens. En France, on va filmer avec 3 caméras, un vrai studio de production à la Hollande, mais personne ne fait ça, les gens s'en foutent. Nos concurrents, il y a des concurrents qui viennent se lancer, ils filment mal, ils prennent n'importe qui, ils les coachent pas. Moi, je vais m'investir en tant que coach pendant des semaines avec chacun de mes speakers, mais on est fou, quoi. Mais ma femme, non, mais c'est bon, on y va, extra qualité à l'américaine, on y va, ça passe ou ça casse. On pense qu'il y a un marché, on le sent, on le voit. Après, on verra. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a quelque chose de canon qui va se passer grâce à tout ce travail. Ça, c'est clair que le truc que j'ai au moins, c'est que quand j'ai commencé comme coach en 2014, par exemple, donc je me suis lancé coach, voilà, j'ai réussi comme coach. Mais je ne savais pas comment, aucune idée. J'ai fait 3 TEDx, j'ai publié mon bouquin, j'ai parlé à Harvard, j'ai fait des événements avec les Nations Unies, à Google, j'ai découvert le Moyen-Orient grâce à ça, j'ai découvert l'Amérique latine grâce à ça, mais merci, j'avais aucune idée que j'avais publié un bouquin, j'allais découvrir le Moyen-Orient, l'Amérique latine, aucune idée. Je savais que je voulais me lancer comme coach. Donc tu sais pas ce à quoi ça va donner, ce sur quoi tu lances. Comme notre plateforme. On lance une plateforme d'inspiration, on y va, allez, bouf. Mon truc, c'est d'inspirer la plus grosse plateforme européenne. Je ne sais pas. On va voir. Mais on met tout ce qu'on est. Parce que voilà, la seule différence, c'est qu'à force des années d'accumulation de réussite et d'échec, c'est qu'à un moment donné, quand tu mets tout dans la balance, et si tu es bien entouré, et si tu te donnes les moyens, comme tous les grands de la résilience ont dit, les grands de la réinvention, il y a quelque chose que tu obtiens. Et le minimum que tu obtiens, et c'est peut-être la plus belle chose de la vie, puisque le but, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est de se comprendre dans la vie, c'est de grandir. C'est le but, in fine. C'est de mourir à 90 ans ou plus tôt. Je me suis compris et j'ai approché de mes passions. On le sait, hein, toutes les études qui font que les gens qui ont approché les gens proches de la mort, ils ont tous les mêmes choses. Regret sur ne pas avoir suivi leur passion. Regret de ne pas avoir suivi ou de garder leur communauté d'amis proches. Tous disent la même chose. Et moi, mes amis proches, je leur parle souvent. Que je sois dans la merde, que je ne sois pas bien ou pas. Et pareil, eux, ils m'appellent, tu vois. Et ça, quoi qu'il se passe, même si je suis débordé, je leur donne du temps. Et pareil en termes de passion, c'est qu'est-ce qui fait, si demain j'ai un pistolet sur la tempe et me dit on va te tuer dans 6 mois, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Moi, ça me pousse, par exemple. Pour moi, c'est un élément, c'est pas le mot déclencheur, mais moi, la mort me fait pas peur, mais la mort me motive, c'est de me dire, je peux mourir demain, là, écrasé à Bordeaux, avec le déconfinement, tout le monde va se remettre à rouler, qu'est-ce qui se passe? Mais au moins, si je meurs demain, ma femme continue cette plateforme d'inspiration, elle va exister, elle ira peut-être un peu moins vite avec moi, mais elle va la faire vivre, elle va trouver. Tu vois, peut-être... Je suis en train de me dire que je vais même écrire un truc avec tous les partenaires que je connais. J'ai aidé ma femme s'il m'arrive quelque chose demain pour que le truc il existe. Ok. On va tenter. Je vais tenter une dernière question quand même, qui va être une question de synthèse parce qu'avec la vie que tu as eue, avec les expériences un peu partout et voilà diverses et variées. Aujourd'hui, et pour ceux qui nous écoutent, si tu devais faire un arrêt, un bilan, en se disant, de tout ça, s'il y avait 3 pratiques, 3 routines ou 3 rituels à garder, qui m'aident aujourd'hui à me projeter, à me réinventer, quels seraient ces 3 Alors, je ne veux pas que ça paraisse cliché bateau, mais c'est vraiment ce qui me parle quand j'entends ta question, et ce qui me parle, ce qui me conduit, ce qui me reconduit, ce qui me guide, ce qui me nourrit, c'est vraiment là me poser maintenant, pour moi, en ce moment, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui compte le plus? Quelle est la priorité? Et deuxième question qui est liée à celle-ci, quel est le coût? C'est peut-être s'il y avait une chose qu'il faut se souvenir peut-être du podcast qu'on est en train de faire avec Stéphane, s'il y avait une chose à retenir, c'est quel est le coût de l'inaction? Qu'est-ce qui fait que
Qu'est-ce qui fait qui va se passer si vous ne faites rien maintenant, si vous n'enclenchez pas votre nouvelle vie ou la vie ou si, mais donnez-vous les moyens. Donc c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant? Est-ce que je suis en train de mettre ce qu'il faut en place pour que ça se passe? Et je ne sais pas si ça va se passer dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. 1. 2. Et que j'essaie de ressentir quel est le coût de l'inaction, tu vois. On essaie toujours de se visualiser dans les trucs positifs, mais aussi de se visualiser dans les trucs négatifs. Moi, ça me pousse, c'est-à-dire de ressentir à l'intérieur de soi vraiment quel est le coût de l'inaction. C'est les ulcères, les cancers, et puis surtout, encore pire que tout ça, c'est le fait de ne pas avoir vu. Moi, voilà, si demain je meurs écrasé, au moins il restera des trucs. Voilà, mais j'aurais fait ce qui... Alors, j'espère continuer à vivre au moins 45 ans, j'espère que je suis juste au milieu de ma vie. Mais donc ça, se poser, 1, c'est qu'est-ce qui compte pour moi le plus, 2, c'est quoi le coût de l'inaction, et 3, et en même temps c'est lié à tout ça, c'est vraiment comment puis-je avoir un peu plus d'impact dans le monde. Et quand je dis dans le monde, je sais que les Français me disent « Ah, c'est quoi ?» Non, mais quand je dis dans le monde, ça veut dire, ça peut être juste autour de toi, mais qu'est-ce que tu peux avoir d'impact ? Comment tu peux changer la vie des gens? Comment tu peux... Et juste le fait de transmettre ce qu'on fait, etc. T'écris un blog, t'écris un bouquin, ou tu fais un Instagram, je sais pas, puissant, quel que soit le truc. T'écoutes un ami pendant 30 minutes qui était au bord du suicide. T'as eu un impact dans la vie. De temps en temps, mettez-vous en danger. Mettez-vous en danger, mais mettez-vous dans des situations qui ne sont pas les vôtres. Mettez-vous dans des endroits socio-économiques, socio-professionnels, qui sont complètement à l'inverse de vous. Passez du temps avec des gens qui ne sont pas comme vous, la même couleur que vous, la même orientation sexuelle que vous, quel que soit, mais mettez-vous, et là vous allez comprendre des trucs sur vous, sur la vie, et forcément vous allez vous poser des questions. J'avais un ami quand j'ai fait l'officier militaire aussi, ça me fait rire parce que quelque part c'est tellement pas moi, et en même temps c'était moi, mais le temps d'une vie, enfin le temps d'une vie, c'était 1 an. Mais c'est une vie complète quand même. Et lui, il me disait toujours, son adage, c'était toujours « Et s'il ne tenait qu'à moi d'eux ?» Et lui, c'est ce qui le poussait. Je trouve que c'est une belle phrase aussi. On va se laisser sur cette phrase, parce que j'aime bien « S'il ne tenait qu'à moi d'eux ». Voilà, et pour que nos auditeurs, finalement aussi, gardent ça en tête, « S'il ne tenait qu'à moi d'eux », et on les laissera écrire le reste de l'histoire. Il me reste plus qu'à te remercier, Arnaud, pour ton énergie, pour ton ouverture, pour la richesse de tes expériences. Et puis comme tu le sais, on sera amené quand même à se revoir, à se reparler pour de nouvelles aventures, parce qu'il y en a encore de belles à écrire. J'espère, en vrai. Ouais, en vrai. Donc je te remercie, et puis je te dis à très bientôt. Salut Stéphane. Ciao, ciao.